Bonjour, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser au comportement d'achat du consommateur, comprendre les influences qu'il subit jusque la décision d'achat. Ce module de formation va vous présenter comment fonctionne le comportement d'achat du consommateur en business to consumer, B2C, vous présenter les différents facteurs d'influence du comportement d'achat, qu'ils soient de nature psychologique, personnelle, psychosociaux, socioculturelle, et vous présenter enfin le processus décisionnel d'achat B2C. Avant d'entrer dans les détails du comportement d'achat du consommateur B2C, il faut bien comprendre que ce comportement du consommateur fait partie de l'ensemble du processus d'achat. C'est pourquoi son étude comprend plusieurs facettes. Il faut connaître les processus de décision qui amènent les consommateurs à dépenser leurs ressources, en termes d'argent, en termes de temps, les produits ou les services achetés, les raisons de l'achat, les procédures au moment de l'achat, certains doivent être commandés, certains achats doivent être anticipés, d'autres sont disponibles immédiatement, les moments de consommation, pensez simplement que au petit déjeuner, les consommations sont différentes qu'au déjeuner ou au dîner. Les lieux de consommation influencent aussi. Un restaurant fast-food tolère de ne pas manger avec des couverts, ce qui est difficile dans un 4 étoiles. La fréquence, l'usage que les consommateurs vont faire de leurs achats, leur appréciation après usage et le devenir de l'achat. L'étude du processus d'achat utilise de nouveaux concepts issus des sciences humaines comme la psychologie, la sociologie, l'anthropologie culturelle ou l'économie pour préciser ces facteurs d'influence et les mécanismes de décision. Quand on veut analyser les facteurs d'influence, on penserait immédiatement à des facteurs de nature psychologique. Or, le pourquoi des décisions d'achat demeure une préoccupation principale. Les décisions d'achat des consommateurs sont subordonnées à l'influence de facteurs socioculturels, psychologiques, personnels, psychosociaux. Les facteurs psychologiques, on pourra retrouver des facteurs comme la personnalité, la motivation, la perception, l'apprentissage, les attitudes, les croyances. Dans les facteurs personnels, on verra des facteurs tels que l'âge, la situation familiale, la profession, la position économique et même les styles de vie. Les facteurs psychosociaux sont composés des relations interpersonnelles qui influencent le consommateur. On parlera du rôle de l'entourage, des conseillers, des prescripteurs, des revendeurs. Et enfin, les facteurs socioculturels. On parlera de culture, de sous-culture, de processus de socialisation, d'appartenance à une classe sociale déterminée. Commençons dès à présent par les facteurs psychologiques. Dans les facteurs psychologiques, nous allons rencontrer la personnalité. La personnalité regroupe l'ensemble des caractéristiques humaines ou des traits de caractère qui font la spécificité de chaque individu et se définit comme la configuration des caractéristiques individuelles et des façons de se comporter qui déterminent l'adaptation unique d'un individu à son environnement. Bon, concrètement, ça signifie qu'un individu manifestant une attitude nationaliste sera également partisan de l'ordre social, de l'autorité de la famille, et ainsi de suite. On pourrait dire qu'il possède une personnalité de type conservateur. C'est très intéressant cette logique de la personnalité, mais les études réalisées sur l'impact de la personnalité ont conduit à des résultats décevants. Ils ne mesurent que des différences insignifiantes ou peu opérationnelles pour le marketing. Certains espèrent beaucoup plus aujourd'hui du neuromarketing, mais nous n'y sommes pas encore. C'est la raison pour laquelle on se tourne plutôt sur un autre facteur qu'on appelle la motivation, avec représenté sur le schéma la grille des besoins de Maslow. La motivation représente le besoin intime et constant, orientant un sujet vers l'accomplissement continu ou répétitif d'un genre d'acte susceptible d'apporter momentanément une baisse de la tension correspondante. Les motivations correspondent à des comportements irrationnels de la conduite, besoins, désirs, intérêts, sentiments. Évidemment, la pyramide de Maslow montre cette évolution.
La pyramide de Maslow identifie 5 niveaux de besoins: les besoins physiologiques, nourriture, habillement, hébergement, les besoins de sécurité, y compris la recherche de protection, stabilité et ordre, besoin d'appartenance et d'affection, besoin d'estime, besoin d'accomplissement. Évidemment, cette réalisation de Maslow est assez ancienne et petit à petit s'est vue évoluer par d'autres besoins, d'autres analyses de besoins fondamentaux, dont ceux imaginés par Seattle et Albrecht. Alors, Seattle et Albrecht, ce qu'ils proposent aussi, c'est le besoin de réussite, d'indépendance, d'exhibition, de reconnaissance, de dominance, d'affiliation, de sexualité, de diversion, de nouveauté, de compréhension, de cohérence et de sécurité. À chaque besoin correspond un produit qui est adapté. Par exemple, le besoin de réussite. C'est le besoin d'accomplir des choses difficiles, des tâches exigeantes, d'utiliser ses aptitudes, ses habiletés et ses talents. Mais quel produit peut-on proposer aux consommateurs pour les satisfaire? Les produits qui améliorent ses habiletés, les livres de savoir-faire, les cours pratiques et les programmes de motivation et d'amélioration de soi. On a d'autres cas, par exemple le besoin de cohérence, le besoin de l'ordre, de la propreté, de la logique, de contrôler l'environnement, d'éviter l'ambiguïté et l'incertitude, peut aussi créer d'autres produits, comme les produits de services de nettoyage en tout genre, savon, shampoing, détergents, accessoires d'entretien, vêtements qui s'harmonisent, magasins où la marchandise est bien présentée, les services caractérisés par la régularité. Autre élément important des facteurs psychologiques, la perception et le comportement d'apprentissage. La perception, c'est un processus complexe par lequel l'individu sélectionne, organise et interprète la stimulation des sens en vue de se bâtir une image cohérente de son environnement psychologique. Pour évaluer une marque ou un produit, le consommateur a besoin d'informations. Or, il vit dans un environnement où il est soumis quotidiennement à nombreux stimulus de toute nature. D'où l'idée de développer un stimulus qui doit attirer l'attention. Comment? En étant différencié de ses concurrents, en atteignant un minimum de variation qui sera fonction de la taille du message commercial, qui répond aux besoins des individus, à l'univers de référence du consommateur et qui intègre ses motivations et sa personnalité. Ainsi, proposer un véhicule automobile bleu avec des points rouges peut paraître sympathique et différent, mais ne répond nullement aux besoins des consommateurs. À côté de la perception, nous avons le comportement d'apprentissage. Alors, le comportement d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat de l'expérience du consommateur et se traduit chez l'individu par une suite d'utilisation de ses expériences antérieures pour les expériences futures. Un consommateur qui visite régulièrement un magasin apprend une série de choses. Alors, deux approches peuvent être possibles du point de vue de la marque. La première, l'approche behavioriste, qui considère que l'individu apprend surtout en réalisant des associations de façon automatique. Conséquence, on va utiliser des stimuli réguliers de manière à montrer à l'individu qu'il est là au bon endroit. Par exemple, un magasin de vêtements pour jeunes va décliner le code jeune et dynamique dans son étalage. La diffusion d'une musique branchée, la présence de vendeurs et vendeuses jeunes constituent des éléments du processus d'apprentissage. Objectif, renforcer la perception du caractère jeune et dynamique du magasin de vêtements. L'approche behavioriste peut aussi s'appliquer en publicité et en marketing. On verra aussi cette répétition d'éléments. Mais à côté de cette approche, il y a une autre approche, l'approche cognitive qui considère que l'individu capte les informations en provenance de son environnement par l'intermédiaire de sa mémoire sensorielle, qui stocke ensuite une partie du flux d'informations vers la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La capacité limitée de ces mémoires ne permet pas à l'individu de mémoriser l'ensemble des informations fournies. C'est la raison pour laquelle l'approche cognitive souligne la nécessité de limiter les informations transmises aux consommateurs et de répéter à de nombreuses reprises le message commercial essentiel en utilisant des indices saillants qui vont accroître la notoriété et l'utilisation d'une marque. Donc, éviter de répéter, 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 il y a une lassitude et une perte d'information. Il y a bien sûr un élément très important et complémentaire de deux autres, ce sont les attitudes et les croyances. Alors, l'attitude, qu'est-ce que c'est?
C'est un état mental et neuropsychologique constitué par l'expérience et l'apprentissage qui exerce une influence dynamique sur l'individu, le préparant à réagir d'une manière particulière à un certain nombre de situations. Par exemple, vous vous attendez à certaines choses qui peuvent se passer à certains endroits. Ces croyances et attitudes créent des dispositions favorables ou défavorables aux produits, aux services ou aux marques. C'est pour ça qu'on va mesurer les croyances et les attitudes à travers un indicateur qu'on appelle l'indice global de Fitch-Bain. Alors, ça se traduit de quelle manière? Vous avez l'habitude d'aller dans un commerce particulier, vous avez toujours été bien reçu, a priori, vous aurez un a priori positif par rapport à ce commerce. C'est ce qu'on appelle l'influence de l'expérience et de l'apprentissage. Et on le mesure à travers la mesure des croyances et des attitudes. Ça veut dire que quand on veut comprendre le comportement des consommateurs, on voit qu'on est déjà confronté à un grand nombre d'éléments qui sont à la fois les traits de personnalité des individus qui peuvent influencer une série de perceptions, et puis on aura des variables exogènes. Avec un modèle d'action raisonné et un modèle de comportement planifié, en sachant que certains achats peuvent aussi être impulsifs, rien n'est simple. C'est la raison pour laquelle, à côté des facteurs psychologiques, on utilise les facteurs personnels. Les facteurs personnels, nous allons retrouver des choses assez traditionnelles. Le cycle de vie d'un individu, de la naissance jusqu'à la mort, et donc l'âge et le genre peuvent être intéressants. Les besoins varient évidemment en fonction des âges et des genres. C'est la raison pour laquelle on va généralement retrouver l'utilisation des âges et des genres dans les procédures de segmentation de clientèle. On a aussi la situation familiale qui est relativement importante. Les besoins d'ailleurs peuvent être à la fois individuels ou communs, et on peut utiliser un produit de manière personnelle ou collective. La voiture du ménage est un usage collectif, la mousse à raser est plutôt un usage individuel. Une manière de mesurer cette évolution, c'est de regarder l'évolution du cycle de vie d'un individu. Prenons un individu qui entre dans le marché du travail. Il est d'abord célibataire, souvent il vivra ensuite en couple, le couple aura des jeunes enfants, puis des enfants plus âgés, et enfin, il sera retraité, les enfants auront sans doute quitté le noyau familial. On va retrouver des âges différents, des intérêts différents, des capacités économiques différentes, des facteurs de risque perçus différents, des besoins à court terme différents et des besoins à long terme différents. À titre d'exemple, un couple sans enfants qui est jeune adulte et trentenaire recherche plutôt un développement de sa carrière, d'acquérir des actifs, se trouve un certain plaisir à vivre en couple, c'est l'hédonisme en couple. Par contre, dès que les enfants apparaissent, c'est l'hédonisme familial, la préoccupation de l'éducation des enfants influence fortement les habitudes. Ainsi, il n'est pas rare qu'un couple ait des jeunes enfants et une volonté d'assurer l'avenir des enfants en souscrivant une assurance décès à durée déterminée pour assurer l'éducation et le parcours scolaire des enfants, ce qu'un couple sans enfants ne cherchera pas. Titre d'exemple. Les décisions peuvent aussi être influencées dans le couple. Il y a des zones de décision très différentes selon que ce soit la femme qui décide seule, l'homme qui décide seul ou le couple. Les zones de décision de la femme sont reprises ici en vert. Plus le vert est foncé, plus la couleur est foncée, plus l'individu décide fortement. Chez les hommes, c'est le rouge et chez le couple, c'est le bleu. Qu'est-ce qu'on va voir? On va trouver chez les hommes, c'est lui qui choisit son coiffeur, c'est lui qui choisit la moto, son sport, etc. La femme choisira plus facilement son coiffeur, jusque-là rien d'exceptionnel. Par contre, les cadeaux, la décoration, l'art de la table, la décoration intérieure, les achats quotidiens, la femme a une zone d'influence beaucoup plus forte. Le couple, lui, sera beaucoup plus centré sur le choix commun des sorties, d'un restaurant, des vacances, du domicile. Voilà en quoi il est important de savoir qui achète quoi pour savoir qui le marketing doit convaincre et donc vers qui s'adresser.
Ces décisions en couple varient aussi selon l'âge et on verra ainsi dans le tableau que les décisions de la femme et les décisions de l'homme sont différentes, mais aussi que chez les couples âgés de moins de 40 ans et de 40 ans et plus, les différences peuvent être aussi significatives. On verra par exemple que la femme a toujours un poids important pour l'achat de fruits et légumes, de ses propres vêtements et sous-vêtements ainsi que vêtements des enfants de son coiffeur. On peut voir que des légères différences apparaissent notamment quand elle est âgée de plus de 40 ans. Je vous invite à vous arrêter quelques instants sur ce tableau et de le regarder aux yeux de la diapositive précédente. Il n'en demeure pas moins vrai que la consommation familiale est aussi intéressante. On va découvrir des besoins individuels à utilisation personnelle, comme les serviettes hygiéniques, les cosmétiques, le rasoir, les vêtements. Par contre, le dentifrice, le savon, le logement et les meubles peuvent être une utilisation collective. En besoins communs, on va retrouver les appareils ménagers, utilisation personnelle, la tondeuse à gazon. Par contre, une utilisation collective sera l'aspirateur, la cafetière, le réfrigérateur. Et les besoins communs et ou individuels d'utilisation personnelle, ça peut être l'automobile, mais l'automobile, on peut la retrouver aussi comme une utilisation collective, ce qui permet de mieux comprendre qui il est nécessaire de convaincre et de quelle manière, donc en fonction de la composition de famille, en fonction de l'âge, en fonction du genre et en fonction du mode d'utilisation personnelle ou collective d'un bien. Parmi les facteurs personnels, il est à noter que la profession et le niveau d'instruction sont importants. Le métier exercé par un individu conditionne à la fois ses achats à titre professionnel, mais ses obligations sociales et les achats personnels. De même, la position économique détermine les possibilités d'achat d'un individu. Alors on peut la déterminer à travers son revenu, sa capacité d'endettement, son patrimoine, l'attitude vis-à-vis de l'épargne du crédit et les dépenses réalisées par un individu. La consommation ostentatoire peut aussi être un élément relativement important. La recherche d'un parfum haut de gamme, de vêtements haut de gamme, d'une marque spécifique ou d'une griffe pour des accessoires de mode en sont la preuve vivante. Il restera bien sûr à voir comment les personnes utilisent leur revenu résiduaire, qui est constitué par le revenu disponible, donc l'addition des revenus de travail de la propriété, ainsi que le transfert des indemnités de toutes sortes, après avoir subvenu aux dépenses vitales. Et c'est à ce niveau de revenu que le consommateur est le plus influençable, et c'est ce niveau de revenu que le marketing doit déterminer. D'où l'intérêt non seulement de mesurer le revenu du ménage, mais aussi ce revenu résiduaire. Enfin, les styles de vie constituent un système de repérage d'un individu à travers ses activités, ses centres d'intérêt et de ses opinions. Les méthodes ont été développées dans les années 70. Elles proposent un découpage de population, non plus en termes sociodémographiques, mais selon un ensemble de valeurs, d'intérêts et d'opinions. De nombreuses études réalisées par deux chercheurs français, Gilles Laurent et Jean-Noël Capferrer, ont montré les limites de cette méthode. Ils ont analysé plus de 43 marchés différents, plus de 2600 acheteurs pendant un an, et ils concluent que les batteries socio-culturelles et le style de vie ne peuvent espérer se substituer aux profils socio-démographiques. Mais ça permet quelquefois d'avoir des informations, des activités, des centres d'intérêt et des opinions. Parmi les facteurs d'influence du consommateur, les facteurs psychosociaux sont relativement importants. Ils sont constitués par des relations interpersonnelles qui influencent le processus d'achat et dans lequel le consommateur va rechercher les symboles nécessaires à sa reconnaissance sociale. On y retrouve la famille, on y retrouve les groupes de référence. Et enfin, on y retrouve aussi les statuts et les rôles que les consommateurs y jouent. Si on reprend la famille a des fonctions très spécifiques. La famille exerce notamment des fonctions telles qu'assurer le bien-être matériel de ses membres, assurer le soutien moral de ses membres, assurer la socialisation
de ses membres à travers l'adaptation à un style de vie commun et assurer l'éducation des enfants. Le marketing le sait très bien et considère que la famille est un lieu d'influence des valeurs, motivations, de la personnalité de chacun des individus. Et puis nous avons les groupes de référence. Alors dans ces contextes quotidiens, un consommateur n'est pas isolé, mais est influencé par des personnes et groupes auxquels il appartient. Le groupe de référence se définit comme tout groupe auquel la personne est liée comme participante psychologique, dans la mesure où elle s'identifie aux individus du groupe, à l'idéologie du groupe, à son style et à ses normes. C'est celui sur lequel l'individu se base pour se composer une attitude, déterminer ses jugements, ses croyances, ses comportements. Alors, parmi les groupes de référence, on va retrouver la famille, l'entourage, le cercle d'amis, les relations sociales, professionnelles, les associations officielles, les groupes auxquels le consommateur ne veut jamais être associé, tels que les pollueurs, les fraudeurs, les destructeurs d'environnement, et puis les groupes auxquels le consommateur voudra appartenir. Alors, peut-être en rêve, mais membre du livre des records, Académie française, les champions olympiques, les prix Nobel ou les vedettes du sport et de la télévision. Ce qui est intéressant, c'est que le consommateur va utiliser les normes du groupe, il va s'y conformer, c'est une sorte de fonction normative, il va utiliser les valeurs du groupe et le groupe de référence comme échelle de valeurs, il va s'identifier au groupe de référence dans ses comportements et il va éventuellement recevoir une aide du groupe de référence au moment de prendre sa décision, notamment quand il a besoin du conseil d'un spécialiste dans un domaine méconnu. Alors là où la visibilité sociale est élevée, le groupe de référence a un impact fort. Par exemple, bâton de golf, ski, voilier, raquettes de tennis, montres, automobiles, complets pour hommes, robes, revues, tout cela est du ressort du groupe de référence. Et ce groupe de référence va se composer d'un leader qui exerce une influence spécifique, ce leader que le marketing essaiera de détecter. Restent enfin, parmi ces facteurs psychosociaux, les statuts de rôle. L'idée est la suivante, c'est que le consommateur, tout au long de son existence, le consommateur ou l'être humain, fait partie de plusieurs groupes. D'abord la famille, la classe, le milieu de travail, les associations de loisirs, associations professionnelles, dans lesquelles il occupe une position qui détermine son statut social. Le choix d'un restaurant ou d'un hôtel est conditionné par ce statut social. Le cadre supérieur qui roule en BMW, Audi ou Mercedes, c'est peut-être un stéréotype, d'autant plus s'il joue au golf, fréquente des hôtels de catégorie supérieure au luxe et membre d'un club service, se déplace en avion classe affaires ou première classe et ne porte que des vêtements de marque renommée. Mais c'est un élément relativement important pour comprendre cet événement. Autre facteur important, les facteurs socioculturels. Le consommateur subit l'influence des groupes d'appartenance et de référence, comme nous l'avons vu. Mais chacun de ces groupes est tributaire de l'environnement culturel dans lequel il s'inscrit, ce qu'on appellera la culture. En fait, la culture, c'est quoi? C'est un ensemble hérité de solutions à des problèmes existants et à venir, propre à un groupe particulier, on appellera ça une sous-culture, et partagé par les membres de ce groupe. Dès la naissance, le consommateur développe ses comportements à travers la culture. Chaque échange avec les divers groupes qui le composent permet à l'individu d'assimiler le système de valeurs de la société et de se socialiser. Alors, la langue en tant que telle est un groupe relativement important. Les différences culturelles consacreront des différences dans l'achat. Ces différences peuvent se traduire par des sous-cultures. Chaque société est composée de différents groupes qui ont leurs caractéristiques propres. Les groupes de génération, les groupes de nationalité, les groupes religieux, les groupes ethniques, les groupes régionaux, les groupes linguistiques, les groupes de genre, les geeks, etc. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que certains groupes de sous-cultures existent dès le départ de la famille. Ainsi, les jeunes enfants. Dès 5 ans, l'enfant acquiert des modèles de consommation et d'achat et perçu comme moyen de satisfaction personnelle. C'est quand même pas quelque chose qui est inintéressant. Et on peut continuer, les teenagers, le marché de la jeunesse est très sollicité, surtout au niveau de l'habillement, au niveau des jeux vidéo et de l'informatique. Les jeunes adultes aussi, c'est intéressant de comprendre leur consommation. Et si on veut terminer par un groupe cible relativement nouveau, les seniors.
ce marché est très différent et se développe avec l'augmentation de la durée de vie. Le marché des 50+, tout comme les autres marchés, se segmente en des profils très différents qui à chaque fois proposent des marchés très différents. Ces sous-cultures ont donc une influence très importante sur les possibilités d'achat. Mais ce serait dommage d'oublier à côté de ces sous-cultures les classes sociales. Alors, les classes sociales ou les groupes sociaux constituent des groupes de référence qui influencent le plus profondément le comportement d'achat du consommateur. Le groupe auquel il est appartenu, le groupe auquel il appartient, celui auquel il espère appartenir. Les classes sociales sont des divisions relativement homogènes et permanentes de la société qui ont été passablement oubliées parce que la description n'était pas toujours objective. Elles ont été remplacées par une variable qu'on appelle les groupes sociaux qui est beaucoup plus objective. Les critères d'appartenance sont déterminés par le prestige de la profession, la source de revenus, le type d'habitation, le lieu de résidence. Ainsi, un professeur d'université ou médecin présente un statut social supérieur à celui d'employé. On a utilisé aujourd'hui pour mesurer ces groupes sociaux deux variables synthétiques, la profession exercée et le niveau d'instruction, donc les études terminées en dernier, par le principal apporteur des revenus du ménage. Ces groupes sociaux ont des comportements d'achat spécifiques qu'il est bon de prendre en compte pour développer une stratégie marketing adaptée. Pour comprendre, enfin, comment le consommateur décide, on a besoin de comprendre ce processus d'achat. Le processus d'achat se décompose en différents éléments. D'abord, le consommateur doit reconnaître qu'il a un problème. S'il n'a pas besoin de quelque chose, il n'exprimera pas ce problème. Par exemple, il a faim. Il va rechercher de l'information. Où peut-il trouver à manger? Il va évaluer les solutions possibles. Il peut soit aller à la supérette du coin acheter de quoi fourrer une baguette et ensuite aller à la boulangerie, soit acheter dans un commerce de proximité des baguettes tout prêtes, aller au restaurant. Il a donc un choix possible qu'il va émettre et puis il va évaluer les résultats de ce choix. Ce processus d'achat, du besoin ressenti à l'achat, fait qu'à la fois le consommateur appréhende ça de manière intellectuelle et émotionnelle, et cela va dépendre des situations d'achat, de l'implication dans l'achat, des risques liés à cet achat, du type de produit acheté. Quel qu'il en soit, la prise de décision finale d'achat sera. Le schéma que nous allons vous présenter permet de comprendre le processus d'achat. Au départ, le consommateur exprime un besoin ressenti. Ce besoin ressenti s'exprime à travers ses caractéristiques propres d'acheteur, ses motivations. Le besoin ressenti ou les exigences vont elles-mêmes influencer, de même que le statut économique de l'acheteur, son attitude ou sa prédisposition, qui sera à nouveau influencée par l'image de marque des produits. Cette image de marque sera influencée d'une part par le produit, qui influenceront aussi la prédisposition. Et tout autour de cette prédisposition vont apparaître un certain nombre de personnes qui vont influencer le processus d'information. L'entourage, les prescripteurs, les revendeurs, les conseillers, ce qui vont générer une phase d'information du consommateur. Ce processus d'information va conduire le consommateur à une prédisposition active. Cette prédisposition active va le conduire à un acte d'achat. Mais cet acte d'achat sera influencé par la pression marketing, par exemple la réduction de dernière minute constatée dans le magasin, et par la présence du produit disponible en point of sale, c'est-à-dire au point de vente. Si c'est le cas, le consommateur va acheter le produit. Et éventuellement, cet achat sera aussi influencé par l'attitude qu'il avait en matière de marque. Enfin, l'achat va conduire à une utilisation du produit, cette utilisation qui va influencer l'image du produit. Et c'est ainsi que nous obtenons le modèle du processus d'achat.